Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre magazine L'économie Écho de l'écho. Alors, la mise en œuvre de la ZLECAf, où en est la CEAC. L'accord qui établit la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf, est entré en vigueur le 30 mai 2019. Il couvre le commerce des marchandises et des services, l'investissement, les droits de propriété intellectuelle et la politique de la concurrence. Cependant, ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2021 que démarre véritablement la machine. Au cours de la prochaine décennie, l'objectif est de faire passer le volume du commerce que les pays africains réalisent entre eux de 10 à 13% actuellement à 25% d'après des données officielles. Donc tout cela, où en est l'Afrique centrale dans l'exécution de la ZLECAf? Nous allons répondre à cette question tout à l'heure avec notre invité, mais d'abord, dites-nous, qu'est-ce que la ZLECAf? Je ne connais pas, aucune idée. Je ne connais pas ça. Là ZLECAf, je sais pas. Là Non, je ne connais pas. J'en ai jamais entendu parler. ZLECAf est le mot qui fait l'écho. Alors Junior Premier, vous qui êtes la voix d'écho de l'écho, dites-nous tout. Qu'est-ce que la ZLECAf? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Bonsoir à tous. Modeste, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est un projet de zone de libre-échange en cours de création sur l'ensemble du continent africain. La décision de lancer le projet de zone de libre-échange continentale est prise en janvier 2012 lors de la 18e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. L'objectif fixé pour créer cette zone de libre-échange est l'année 2017, mais c'est le 1er janvier 2021 que la ZLECAf est mise en place pour les pays ayant ratifié l'accord, alors que cette mise en place était initialement prévue pour le 1er juillet 2020, mais elle a été retardée à cause de la pandémie de Covid-19. En 2022, la ZLECAf met en place la Guided Trade Initiative, une initiative qui vise à tester les procédures relatives au commerce dans la zone. Une centaine de produits sont sélectionnés et 8 pays participent à cette initiative. Retenons que jusqu'à présent, 47 pays ont ratifié leur instrument de l'accord sur la ZLECAf, 46 ont ratifié et déposé leur instrument de ratification, 7 pays ont signé mais doivent encore ratifier et un seul n'a toujours pas signé. Pour finir, on peut noter que de 2022 à aujourd'hui, les échanges dans le cadre de la ZLECAf se déroulent et génèrent de l'argent que les bénéficiaires peuvent empocher de manière inclusive, ce qui inclut les petits exploitants agricoles et les femmes. Voilà Modeste. Merci à vous, la voix. Alors, Écho de l'écho reçoit Dr Jacob Kotio. Vous êtes directeur du marché commun de la CEAC. Bienvenue. Merci. Alors, avant de parler véritablement de la ZLECAf, peut-être nous dire comment se porte le commerce dans notre sous-région. Bien, écoutez, le commerce au sein de l'espace CEAC fait de petits pas. Comme vous le savez, la part du commerce que les États membres de la CEAC font entre eux par rapport à leur commerce global reste assez faible, elle est autour de 3%. La contribution de notre communauté au commerce mondial est également beaucoup plus faible, elle est environ d'1%. Quand on regarde la structure du commerce de nos États, la structure des exportations, elle montre que nos États exportent essentiellement des matières premières. Aujourd'hui, environ 92% de nos exportations sont constituées de matières premières, des produits de base, et une proportion marginale, comme vous le voyez, est constituée de produits transformés. Et nous importons majoritairement des produits transformés, des produits finis. Ce qui veut dire que notre commerce
n'est pas aujourd'hui définitivement un instrument de la transformation structurelle de nos économies. Il faut faire des réformes connexes qui permettront que notre participation au commerce régional, continental et mondial serve d'instrument de création de la valeur au sein de la communauté. Alors, l'une des premières étapes de la mise en œuvre, de la mise en place de la ZLECAf vise notamment l'établissement d'une liste de concessions tarifaires. Où en est la CEMAC? Les États ont soumis des listes de concessions tarifaires. Au sein de la CEAC, il y a 9 États sur 11 qui ont soumis des listes de concessions tarifaires qui ont été approuvées par les instances continentales. Et donc, ces États ont franchi une étape. Et dès lors que les listes de concessions tarifaires sont soumises et approuvées, il y a d'autres réformes, d'autres diligences internes qui doivent être effectuées. Notamment, les États doivent insérer dans leur loi de finances leur engagement, leur liste de concessions tarifaires. Donc, tant que la liste de concessions tarifaires n'est pas insérée dans la loi de finances, les administrations douanières ne savent pas l'appliquer. Et ça, cette formalité, beaucoup d'États ne l'ont pas encore faite. Il y en a 2 seulement dans la communauté qui l'ont réalisée au jour d'aujourd'hui. Donc, pour dire clairement, il n'y a aujourd'hui que 2 États au sein de la communauté qui sont capables, au regard de leur statut administratif, de la mise en œuvre des diligences administratives internes, qui sont capables d'appliquer le tarif préférentiel de la ZLECAf. Et quels sont ces États, le Cameroun et le Cameroun et le Rwanda. Très bien. Nous dire, ça c'est vraiment pour que l'on comprenne bien, lorsqu'on parle d'accord commercial, cela veut dire quoi en petit français? En petit français, c'est un ensemble de règles convenues entre 2 ou plusieurs États qui leur permettent d'éliminer les entraves à la libre circulation des marchandises et des biens et des services, des marchandises et des services. Et ces entraves peuvent être tarifaires, réglementaires ou non tarifaires, comme on les appelle souvent. Donc c'est un cadre légal, juridique, que les États mettent en place pour leur permettre de démanteler les entraves à la libre circulation. Cela a des implications. Les implications en termes de compétitivité, en termes de création d'emplois, en termes de création de la richesse. Et tout ceci dépend de la manière dont les États auront conçu les réformes des instruments de politique commerciale dans l'accord. Et c'est ça le cœur du métier. C'est ça le cœur du métier. Quand on négocie un accord, on crée un cadre pour introduire des réformes des instruments de politique commerciale. Et ces réformes doivent être extrêmement intelligentes. On n'élimine pas le droit de douane de manière naïve. On l'élimine de manière très orientée pour créer des effets d'entraînement dans l'économie. On ne conçoit pas les règles d'origine seulement pour les concevoir. On les conçoit intelligemment pour pousser à l'utilisation des ressources naturelles locales, à la transformation des ressources naturelles et locales pour valoriser la qualité des marchandises qu'on exporte. Donc, l'accord commercial, c'est un instrument juridique dans lequel on introduit des réformes très intelligentes des instruments de politique commerciale entre les États membres qui sont partis. Au centre de cet accord, il y a le secteur privé, il y a les investisseurs. Est-ce que ceux de notre zone ont déjà compris l'enjeu même de la ZLECAf? Il y a du travail à faire dans ce domaine-là. Il y a un énorme travail de sensibilisation qui est en cours. Il y a beaucoup d'activités qui ont été menées pour informer et sensibiliser, et votre émission en fait partie d'ailleurs, je vous en félicite. Merci. Il y a du travail à faire pour informer les acteurs du secteur privé de l'importance de leur contribution pour la réussite de la ZLECAf. Vous savez, un accord, il se négocie par les sujets de droit international que sont les États, mais il est mis en œuvre par les opérateurs privés. C'est eux qui produisent de la richesse, c'est eux qui créent de la richesse, c'est eux qui fabriquent les marchandises dans les industries, les usines, c'est eux qui commercent, c'est eux qui fournissent des services qui sont libéralisés. Donc il faut qu'ils comprennent quels sont les enjeux de l'accord, quelles sont les facilités que l'accord leur offre et comment ils peuvent en tirer profit. Et ça, c'est un travail qui est en cours. Et je ne peux pas avouer ici que tout le secteur privé est suffisamment sensibilisé. C'est un travail de longue haleine. Et puisqu'il faut sensibiliser, qu'il faut informer, nous on profite, vous êtes sur notre plateau, qu'est-ce qu'on dit à ce vendeur de bananes? On lui dit que la ZLECAf va lui permettre de faire quoi concrètement? Bon, okay. Ce vendeur de bananes qui est ici au Gabon, on lui dit quoi exactement? Le vendeur de bananes qui est ici au Gabon,
Si son activité ne le tourne pas vers l'exportation, on n'a pas grand-chose à lui dire. Mais on peut l'inciter à regarder au-delà des frontières du Gabon. Parce que l'accord sur la ZLECAf lui ouvre des opportunités de faire des affaires avec les autres acteurs qui se trouvent partout sur le continent africain. Il produit de la banane. Si son échelle de production le pousse à rechercher d'autres marchés que le marché du Gabon, alors on a beaucoup de choses à lui dire. La première, c'est de lui dire qu'avec la ZLECAf, il pourra exporter sa banane sur tout le continent sans payer les droits de douane. Et les droits de douane, parfois, c'est une part substantielle de la valeur de sa marchandise qui peut aller jusqu'à 30% de la valeur de sa marchandise. Et donc, avec la ZLECAf, ce droit de douane va être démantelé progressivement sur une période de 10 à 13 ans, au point où il arrivera qu'au bout de la 3e année, il puisse exporter sans droit de douane totalement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de lui dire, écoutez, vous vendez de la banane, vous avez besoin d'un transporteur pour acheminer votre banane d'un point à l'autre. La prendre d'ici pour le Cameroun, d'ici pour l'Angola, la ZLECAf crée les conditions pour faciliter le mouvement des transporteurs. Essaie de démanteler les entraves réglementaires et non réglementaires d'ailleurs pour le mouvement des marchandises, pour le transport des marchandises et tous les types de transports, maritimes, routiers, ferroviaires. Et pour ça, il est vrai que les gouvernements ont besoin de faire d'énormes investissements sur les infrastructures, mais le cadre réglementaire est totalement libéralisé. On peut aussi lui dire que l'accord sur la ZLECAf prévoit un instrument pour la lutte contre les barrières non tarifaires. Il est démontré aujourd'hui que le droit de douane n'est plus l'obstacle le plus contraignant pour la libre circulation des marchandises à travers le monde. Et dans notre communauté encore plus. Donc s'il va exporter au Cameroun, il va forcément utiliser le corridor Douala-Libreville. Il va passer par la route. Et sur cette route, l'histoire ne peut plus être racontée. On connaît ce qui se passe. Et donc l'accord aujourd'hui prévoit un mécanisme pour aider à démanteler les entraves, les barrières non tarifaires sur ces corridors. Alors, notre zone a quand même des atouts pour véritablement mettre en place la ZLECAf. C'est quoi nos atouts finalement? On en a de nombreux atouts. On en a de nombreux. Le premier, c'est que notre positionnement géographique fait de l'Afrique centrale une région stratégique. L'Afrique centrale est la seule communauté économique régionale sur le continent qui a une frontière physique avec toutes les autres. Donc, on a un pôle de traversée des marchandises pour aller du sud au nord, de l'est à l'ouest. Donc, notre positionnement stratégique est déjà un avantage assez important. Deuxième chose, notre communauté a une impressionnante dotation factorielle, c'est-à-dire que la nature l'a gâtée. On a la terre en grande quantité, la terre arable encore non exploitée. Les statistiques nous disent que 75% des terres arables de notre espace géographique ne sont pas exploitées. Donc on a de la matière pour produire si on veut faire la production agricole. On a une impressionnante dotation factorielle en termes de ressources naturelles et minières. On a un sous-sol totalement bourré de matières premières. Il faut pouvoir les transformer pour pouvoir bénéficier du marché libéralisé. Et cela, c'est des atouts naturels que nous avons. Un autre atout, c'est la jeunesse de notre population. On a aujourd'hui, dans la communauté, on a 210 millions environ d'habitants, selon les estimations de 2022, et presque 70% de cette population a moins de 40 ans. Donc, on a la force de travail. On a la force de travail. On a une population extrêmement entreprenante, jeune, intelligente, assez bien formée, même s'il y a encore un problème en termes de formation dans les métiers professionnels. Mais, de manière générale, on trouve quand même un bon niveau de formation au sein de nos populations. On a la dotation factorielle, donc il nous manque que de travailler. De nombreux atouts, docteur Couture, mais la vérité, la réalité, c'est que la ZLECAf met aussi en avant certains manquements, et ça pas que à la zone de l'Afrique centrale.
en Afrique, en général, on a un problème d'industrialisation. Vous avez parlé de nos produits que l'on exporte, nos matières premières, sans les transformer. Comment amener nos entreprises à transformer localement, puisqu'il y aura de la valeur ajoutée? Oui, il y a un énorme travail d'investissement à faire pour pouvoir transformer les matières premières. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Si vous vous en souvenez, la semaine dernière, nous avons organisé ici à Libreville un atelier régional où nous avons convié les experts sectoriels de nos États membres à une discussion sur le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique de l'Afrique centrale. On avait besoin de cet instrument qui définit un peu le cadre stratégique, qui indique quelle est notre vision en termes d'industrialisation, quelle est l'approche que nous allons utiliser, et en cela, on n'en dira pas assez si on n'aura pas dit que nous avons choisi au sein de la communauté de promouvoir les chaînes de valeur régionales d'abord, et de nous organiser pour insérer les chaînes de valeur continentales dans une posture autre que de fournisseurs de matières premières. Donc nous avons fait le choix de faire des réformes qui vont permettre de transformer au moins ce premier niveau les matières premières dont nous disposons avant de les insérer dans les chaînes de valeur internationales. Et pour cela, nous avons identifié un certain nombre de filières, une quinzaine de filières qui ont une portée stratégique. Je vais en citer quelques-unes. On a l'agro-industrie. Et pour ça, il y a un exemple qui devient légendaire aujourd'hui. C'est la transformation qu'on est en train d'observer au sein de la communauté, dans laquelle le Gabon est d'ailleurs impliqué, et d'autres pays de la communauté, qui est en train de développer une chaîne de valeur régionale dans la filière de cosmétiques et de la savonnerie. On a plusieurs pays de la communauté qui ont une industrie de savonnerie qui est en pleine croissance et qui importaient l'essentiel de leurs matières premières, c'est-à-dire l'huile de palme, de la Malaisie. Depuis quelques années, il y a un détournement du marché dans lequel le Gabon joue un rôle essentiel parce que le gouvernement a fait l'investissement dans la production de la matière première. On a la filière élevage. Je vous parlais que des filières basiques. La filière élevage, dans laquelle on a le Tchad, qui est un leader en matière d'élevage. Des millions de têtes de bétail qui existent. Et le Tchad est le seul pays au monde où les vaches meurent de vieillesse. Pourtant, dans d'autres pays, on importe la viande de bœuf du Brésil. Alors qu'on peut le faire là à côté au Tchad. La prendre du Tchad. Donc, il y a des atouts. Il y a une filière qui a une très haute portée stratégique. C'est la filière de transformation du produit du pétrole. Tous nos pays sont des pays pétroliers au sein de la communauté, quasiment tous. C'est curieux de se rendre compte qu'ils sont aussi des gros importateurs de produits transformés. Ils importent le carburant raffiné, ils importent le goudron, ils importent le gaz butane. Pourtant, on peut faire l'investissement pour transformer localement notre potentiel et devenir des exportateurs de produits finis du pétrole. Donc, il y a un ensemble de filières comme ça. Est-ce qu'on a des institutions en zone CEAC pour élargir la compréhension de la ZLECAf, pour que nos États l'appréhendent véritablement? Est-ce qu'il y a des institutions mises en place pour l'effectivité de la ZLECAf? L'institution communautaire, la commission de la CEAC par exemple, c'est une institution dont le rôle est de participer à la vulgarisation, à la sensibilisation de l'accord, à l'accompagnement des États dans la mise en œuvre de l'accord. Mais il faut dire, pour être précis, que la mission première en la matière revient aux États. Au sein des États, il y a des administrations qui sont chargées du commerce. C'est leur mission première. Il y a des administrations qui sont chargées de promouvoir l'investissement. C'est leur mission première. Les autres viennent l'accompagner. Nous devons, au sein de la communauté, amener nos États à prendre leur part de responsabilité. Et nous pouvons nous réjouir de ce qu'ils la prennent déjà dans une large mesure. Mais il faut continuer à les accompagner. Nos États ont la mission première d'accompagner les opérateurs autres dans leur implication dans les échanges commerciaux internationaux. Et leur implication qui vont générer des externalités positives pour l'économie entière. Et c'est ça notre rôle. Et on est tout à fait disposé aussi au niveau de la Commission pour apporter notre accompagnement, comme on l'a toujours fait à tous les États membres de la communauté. Vous avez dit
que pour le moment, il n'y a que 2 États qui ont véritablement avancé dans la mise en œuvre de la ZLECAf dans la zone, dans la communauté. Est-ce que cette réticence des autres États n'est pas due au fait de la peur de la marginalisation? Est-ce que tous les États ont finalement le même poids lorsqu'on parle de la ZLECAf? Est-ce qu'il n'y a pas des États qui vont se faire écraser par d'autres, par exemple, si l'on ouvre les frontières comme on veut le faire? Les études qui ont été réalisées jusque-là par la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CNUSED, la Banque mondiale et le FMI sur la ZLECAf ont clairement mis en exergue les risques pour certaines catégories des États de se trouver perdants dans la mise en œuvre de l'accord. Mais ces accords indiquent clairement la raison pour laquelle ces États peuvent subir des pertes. Un, parce que leurs tissus productifs sont encore très peu performants. Donc, on sait où se trouve le problème. Il faut faire des réformes. Leurs tissus productifs, l'environnement des affaires est très peu performant dans certains États. Le temps pour faire les importations, pour créer une entreprise, l'environnement fiscal est étouffant. Donc, on sait où se trouvent les contraintes qui peuvent empêcher que nos États tirent pleinement profit de l'accord. Et il est question aujourd'hui d'aller franchement dans les réformes qui sont nécessaires. Je vous ai dit qu'on a lancé, les travaux pour l'adoption définitive par les plus hautes instances de la communauté du plan d'industrialisation. Il faudra le mettre en œuvre pour rendre le secteur productif plus agressif, pour avoir des marchandises transformées, qui ont créé de la valeur au sein de la communauté et que nous allons exporter sur les autres pays du continent. Mais je ne vais pas terminer sur cette question sans revenir à ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il y avait une espèce de réticence. Non, il n'y a pas de réticence. Il y a simplement que les États, les environnements juridiques et institutionnels internes aux États ne sont pas les mêmes. Et il y a des diligences administratives et réglementaires que les États doivent faire pour être capables de mettre en œuvre l'accord. Et chaque État le fait à sa vitesse, en tenant compte de son contexte. Vous nous avez parlé des atouts. La ZLECAf, c'est aussi cette petite concurrence-là, loyale, avec les autres régions du continent. Nous, on va avec quel type de produits phares? Produits phares, nous en avons. J'ai parlé de l'huile de palme, j'ai parlé du bois. Je n'ai pas parlé du bois, mais c'est un produit qui pour nous est essentiel. Tous nos pays, l'Afrique centrale héberge le 2e massif forestier du monde. Et donc, pour nous, c'est un énorme atout. Et nous pouvons saluer le fait que, au sein de notre espace régional, on est en train de suivre l'exemple qui a été imprimé par le Gabon il y a quelques années, celui d'interdire l'exportation de grumes de bois brut. De n'exporter que le bois qui est transformé au moins au premier ou au 2e niveau. Et ça, on a vu les effets économiques de cela, on a vu ce que ça peut générer. Et dans le cadre d'un programme qui est en cours de mise en œuvre au sein de la CEMAC, les dispositions sont en train d'être prises pour généraliser cette mesure pour l'ensemble des pays de la communauté. Qu'est-ce que cela induit pour la ZLECAf? Cela veut dire que dans un avenir très proche, nos États seront exportateurs de bois transformés, des contreplaquets, de contreplaquets agglomérés et différents produits dérivés du bois. Et pour les exporter et transformer, il va falloir qu'il y ait sur place les industries, les usines qui le fassent. Il va falloir que nous ayons sur place des jeunes qui soient formés au métier du bois. Vous voyez la chaîne des conséquences. Donc nous n'allons pas les bras vides, on a des atouts. Sur le plan de l'agro-industrie, on a quand même, je vous ai dit tout à l'heure, 75% de notre territoire constitué de terres arables qui n'est pas exploitée. Il y a la possibilité de faire des investissements. On a le climat qui nous est très favorable, qui nous permet de... Aujourd'hui, on parle de la crise des céréales liée au conflit en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas sur notre territoire des céréales que nous consommons? Voilà. Pourquoi? L'une des solutions efficaces contre l'inflation, qui est la production locale. Si on produit suffisamment localement, on peut efficacement lutter contre l'inflation. Je vous donne un autre chiffre qui peut être effrayant. Vous savez, 90% du riz qui est consommé dans les 11 États membres de la CEAC vient d'un pays, le Vietnam. Oui. S'il se trouve qu'aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, géopolitique ou je ne sais pas autre, on ne puisse pas importer du Vietnam, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit pouvoir
valoriser nos atouts. Le climat nous est favorable, on a les terres, on a les jeunes, on a le capital, on peut investir. Donc, il faut faire des réformes. Docteur Kodjo, c'est tellement intéressant de discuter avec vous, mais là, malheureusement, on arrive au terme de notre émission. On ne va pas se séparer sans vous poser la question de l'internaute, celle de Issa depuis le Tchad. Issa, lui, il dit la ZLECAf est un projet intégrateur. Alors, intégration sous-régionale possible ou pas? Très possible. Très possible, souhaitable, mais incontournable. Incontournable parce qu'on va dans un monde où les micro-économies n'auront pas de chance de survivre. Et c'est pour ça qu'on observe depuis bientôt une dizaine d'années une resurgence de la régionalisation des économies à travers le monde. La montée en flèche du nombre d'accords commerciaux régionaux nous donne un indicateur sérieux. Il faut constituer des agglomérations, il faut constituer des blocs, il faut développer les chaînes de valeur, il faut coopérer. Aucune économie dans notre espace communautaire et comme dans le monde d'ailleurs ne peut plus se développer en vase clos. Cette période est révolue. Et donc l'intégration régionale est un outil qui est devenu une nécessité vitale pour nos États membres. Un message fort. Merci à vous, docteur Jacob Kodjo. Je rappelle que vous êtes directeur du marché commun de la CEAC. Vous avez répondu à nos questions sur cette thématique importante, zone de libre-échange continentale africaine, où en est la CEAC. Vous avez donné des pistes de solutions pour que la ZLECAf prenne véritablement dans notre zone. Alors, depuis plusieurs années, les différentes régions du continent ne manquent pas de mettre en place des organismes et mécanismes qui pourraient aider à étendre l'intégration en Afrique. La ZLECAf en est la preuve, portée par le leitmotiv l'Afrique que nous voulons. Elle est considérée comme une initiative urgente. Sa mise en œuvre immédiate produirait des résultats rapides sur le développement socio-économique et permettra au continent de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur, comme nous l'a dit notre invité. Mais pour que tout cela marche, il va surtout falloir que les États africains, notamment ceux de la sous-région, acceptent de se faire confiance. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas, le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.